Et bienvenue dans cette nouvelle semaine dans le monde. Comme chaque vendredi, nous revenons sur les grands faits marquants de ces 5 derniers jours. Une semaine plutôt sombre, marquée par l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray en France. Une attaque de plus, après celle il y a 15 jours de Nice, après celle au pluriel perpétrée la semaine dernière en Allemagne. On va évidemment y revenir dans la première partie de ce débat. Nous nous rendrons également en Turquie, où le tour de vis sécuritaire semble être amorcé 2 semaines après le putsch manqué. Des dizaines de milliers de personnes ont été limogées, incarcérées, de nombreux médias mis à l'arrêt. Les télévisions américaines, elles étaient bien branchées hier soir, branchées sur la soirée de clôture de la convention démocrate. Hillary Clinton, désormais candidate officiellement investie, elle y a prononcé ses vœux. Nous décryptons donc ce soir les enjeux de cette actualité chargée avec mes invités. Laure Simoes, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. En face de vous, Stéphane Simons, bonsoir. Correspondant du Der Spiegel Online à Paris. Vous étiez d'ailleurs avec nous en début de semaine pour commenter l'actualité allemande. Ziad Ilmam, bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis en face de vous, Marc Semo, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Bonsoir. On va commencer tout d'abord par cet attentat contre une église en Normandie. Un prêtre, le père Jacques Hamel, a été égorgé alors qu'il célébrait l'office. C'était mardi matin, assassiné par 2 jeunes individus ayant prêté allégeance à l'organisation État islamique, le mouvement qui a dans la foulée revendiqué l'attentat. Marc Semo, on a vu la sidération de cette commune de 28 000 habitants qui se croyait peut-être finalement à l'abri du terrorisme. C'est ça qui a changé depuis mardi matin, c'est que personne en France maintenant ne se sent épargné par cette menace. Disons déjà depuis les attentats aveugles au Bataclan et dans le 11e arrondissement, le camion fou à Nice montre que d'une certaine façon n'importe qui peut être une cible à n'importe quel moment. Ce qui s'est passé en Normandie... Mais en région, en province, on se disait, c'est Paris, ça reste le symbole, la capitale. Et Nice, c'est quand même une capitale régionale. Mais je pense qu'il y a une autre dimension dans l'affaire de l'église, de l'égorgement du prêtre terrible en Normandie, c'est que quelque part, ça montre que la France, que l'on pensait dans une large mesure un pays déchristianisé et très laïcisé, garde quelque part au fond d'elle-même un rapport à son histoire catholique. Et de fait, les faits de choc et de sidération de ce crime, horrible, c'était un vieux prêtre dans une église quasiment totalement désertée, où il y avait 5 petits vieux qui assistaient à l'office, a absolument sidéré tout le monde, bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire, autant vous vous dites, j'aurais pu être au Bataclan, j'aurais pu regarder le feu d'artifice du 14 juillet à Nice, a priori, dans la France d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui aurait été assisté à une messe dominicale à l'aube. En pleine semaine, effectivement. Voilà, en pleine semaine. Or là, non. Le choc a été au moins aussi fort, alors qu'il n'y a qu'une victime, que celui de Nice. Parce que justement, ça touche, je pense, à quelque chose de très profond. Et je crois que c'est extrêmement révélateur d'un rapport beaucoup plus complexe que l'on aurait imaginé des Français à leur histoire, à leur identité, à leur mémoire, une identité qui est multiple, mais où en tout cas cette identité catholique, dans l'histoire de la France, est quelque chose qui est important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le symbole qui a choqué la dimension religieuse, plus que les autres. Oui, je crois que ça a encore ajouté une couche. Si Nice, c'était le 14 juillet, donc fête nationale, fête de la liberté, fraternité, égalité. Fête des familles. Fête des familles. Et là, la dimension religieuse qui arrive, et justement dans un petit patelin plutôt perdu, ça a amené... Ça a vraiment attiré le tapis sous le pied. Maintenant, on n'est plus sûr nulle part, même dans un sanctuaire comme une église. Donc, je crois que la terreur est imminente de partout. Et ça s'est même ressenti du côté de l'Allemagne, où la semaine avant, on avait un peu la même réflexion, parce que les attentats se sont produits dans les plutôt petites bourgs. La réponse des autorités religieuses, parlons-en. En ce vendredi, il y a eu la prière dans cette mosquée, justement, de Saint-Étienne-du-Rouvray. On en parlait dans le journal. La mosquée qui a invité les chrétiens. Le curé de la ville y a prononcé, s'est exprimé. Il y a aussi cet appel à accueillir tous les musulmans de France dans les églises dimanche pour prier. La réponse des autorités religieuses, on les attendait, on l'attendait plus que jamais, Ziad? Oui, parce que... on a bien compris que l'opération était, excusez-moi le terme, extrêmement ciblée.
C'est-à-dire, ces gens ne font pas n'importe quoi. Ils ont des cibles très précises. Et là, comme tu disais, on s'attaque à une église, à un lieu de culte, à un prêtre. Peut-être s'il y avait eu plus de monde, il y aurait eu plus de casse. C'est un prêtre actif avec la communauté musulmane. À Saint-Étienne de Rouvray, qui avait donné une partie du terrain de l'église, pas celle de l'église qui était ciblée, l'autre du village, à la mosquée, pour construire la mosquée. Il y a toujours ce message, alors peut-être que nous aussi, dans le milieu médiatique, on finit par tout rationaliser de manière un petit peu peut-être trop excessive, et quand on regarde le parcours excusez-moi du terme, de ces deux losers, il y a aussi peut-être un effet d'opportunité. Ils lisent la logorée qui sort de tous les circuits d'État islamique. Il faut s'attaquer aux églises, il faut s'attaquer à ceci, il faut s'attaquer à cela. Bon, je ne sais pas. Mais le symbole est très fort. Et donc, le sentiment d'anxiété est très fort. Mais moi, ce qui me frappe, je suis d'accord avec Marx. Une grande partie de la France s'est sentie directement touchée dans ses racines, mais je pense que tout le monde s'est senti touché, parce que une église, c'est pas qu'une église. Une église, c'est un lieu saint, j'allais dire transcourant. Et je pense que les religieux, les gens qui croient en Dieu dans d'autres religions monothéistes se sont sentis touchés à peu près de la même manière. C'est ce symbole très fort d'aller tuer quelqu'un qui est supposé être en dehors des affaires de la terre. Enfin, on est supposé être au-dessus de tout ça. Et donc là, je pense que ça a été très puissant. Et on voit très bien la coordination immédiate entre les trois grands cultes monothéistes, les discours multipliés, etc. Et puis derrière tout ça, il y a quand même le fait que en faisant jouer la fibre de l'identité, on touche directement la nation. Et donc ces gens le sentent bien. Ils sentent bien que la nation est en danger dans sa diversité, dans sa multiplicité, etc. C'est vrai que l'histoire de France est largement chrétienne, mais elle est aussi largement juive, elle est aussi largement musulmane. Il y a toute une partie de la France qui est laïque au sens athée du terme, c'est-à-dire qui ne croit pas en Dieu. Donc tous ces gens vivent ensemble dans le même pays. Et de toucher ces symboles, ça fait s'effondrer une partie du système qui fait que tout le monde est un peu ensemble. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu cette réaction très émotionnelle, très vive, d'une part des gens qui se sentent concernés dans leur foi, mais aussi tous les autres. Et dernier point, ça joue aussi, et je m'arrête là, sur les partis qui prônent. Enfin, c'est aussi un événement qui alimente, excusez-moi, la logorée Front National, la logorée extrême droite, la logorée identitaire, la logorée il faut reprendre le pays en main, la logorée il faut virer tous ces gens-là. Et ça aussi, ça compte aujourd'hui. Quand on va sur Twitter, il faut craindre justement, c'est à redouter en tout cas, à l'avenir une radicalisation d'une certaine frange catholique. Moi, je crois qu'il faut craindre ça, et il faut voir aussi les signes de la force, de cette force de la nation qui s'exprime aussi. On voit bien que les deux forces jouent en même temps en ce moment, et il faut espérer que le sentiment national, le sentiment d'être ensemble va être plus fort que ce sentiment. Mais quand on voit sur Internet, c'est impressionnant ce qui s'écrit, ce qui se balance, et sans filtre, sans rien. D'ailleurs, ce qui se dit aussi à Nice, certains de nos envoyés spéciaux ont été témoins de scènes assez récentes. On a le sentiment que la parole, quand même, elle se libère, pas forcément dans le bon sens. Mais se déchaîne plutôt. Elle se déchaîne, oui, mais c'était le but visé par les djihadistes. Et d'une certaine façon, ce qui est aussi terrible dans cet assassinat à l'église, à Saint-Étienne de Rouvray, c'est à quel point, d'une certaine façon, c'est facile pour des djihadistes d'avoir un écho maximum, un effet dévastateur dans l'opinion, de attiser toutes les tensions latentes de l'opinion et des sociétés françaises, avec finalement des cibles extrêmement faciles. Il est hors de question, évidemment, que l'on mette des policiers et des soldats, il n'y en aurait pas assez, devant chaque église, dans chaque petit coin de la campagne française, pour les offices tous les matins. Donc d'une certaine façon, on en revient toujours, on en avait déjà discuté plusieurs fois ici même, à cette question de comment apprendre à vivre avec le terrorisme, ce qui ne veut pas dire accepter le terrorisme, mais ce qui veut dire garder son calme, et ce qui veut dire surtout, et ça interpelle directement les politiques, quelle réponse à donner au terrorisme. Parce que ce n'est pas uniquement en déployant l'armée ou en montrant la force qu'on arrive à des résultats. Ça rassure l'opinion, mais ça n'assure rien en termes de lutte contre le terrorisme. Et le vrai problème, et là-dessus, la droite, à commencer par Nicolas Sarkozy, sont d'une extrême mauvaise foi en attaquant le gouvernement sur son bilan. C'est vrai que le gouvernement n'a rien pu faire, mais personne n'aurait finalement rien pu faire. La vraie question, que les outils les plus efficaces pour lutter contre le terrorisme, à savoir les renseignements généraux et la police de proximité, surtout quand il s'agit de lutter contre une menace diffuse, ont été démantelés par ce même Nicolas Sarkozy à l'époque où il était chef de l'État. Et donc aujourd'hui, c'est encore ce que nous payons, parce que pour individualiser comme ça sur le terrain des types en train de basculer
et qui se préparent à faire des choses comme ça, les RG, c'est plus efficace que de faire des... que de faire électronique. L'autre était activement recherché depuis 3 jours. Mais pas identifié. On recherchait quelqu'un qu'on n'avait pas identifié, donc c'était quand même pas facile. Ouais. Mais moi, je pense quand même que la classe politique a une immense responsabilité, au moins dans l'unicité. Enfin, je comprends très bien que dans une démocratie, on discute sur le fond de comment mieux protéger les citoyens, quelles mesures. Mais si on ne donne pas l'impression qu'on est tous dans le même bateau, que cette classe politique, de droite ou de gauche, elle est dans un bateau unique et qu'elle allume le feu comme ça. Moi, on en parlait avant l'émission, on parlait de l'Allemagne. Alors justement, Angela Merkel, clairement, elle s'est placée au-dessus de la mêlée. On en parlait en début de semaine après la fusillade notamment de Munich. Barack Obama et François Hollande ont réagi avant la chancelière allemande en parlant d'attentat. Il se trouvait que c'était pas du tout un attentat. Non, moi ce que je trouve plus impressionnant, après je laisse notre ami qui connaît mieux l'Allemagne que moi, c'est le discours d'hier, où elle dit « je ne recule pas ». Je pense on va peut-être l'écouter. On va l'écouter. Super. Angela Merkel. C'était pas préparé. Hein. Bon lancement. Le fait que 2 des responsables des attaques se soient présentés à nous en tant que réfugiés, c'est se moquer du pays qui les a accueillis. C'est se moquer aussi des mains tendues, des bénévoles qui font tant pour les réfugiés. Et c'est se moquer des nombreux autres réfugiés qui cherchent un abri à cause de la violence et de la guerre, qui veulent vivre en paix, loin de chez eux, après avoir tout perdu. Stéphane Simons, on est tenté de lui dire chapeau bas à Angela Merkel. Elle est critiquée jusque dans son propre camp et elle persiste et signe. Oui, c'est un peu dans sa personnalité, mais je trouve aussi c'est impressionnant le fait qu'elle a gardé les sang-froid, qu'elle a su garder les sang-froid, parce qu'en Allemagne, comme en France d'ailleurs, la politique, l'opposition, et même dans son propre camp, les chrétiens démocrates de la Bavière, il y a eu une réaction qui était absolument déchaînée. Et face... Alors rappelons les faits, 2 attentats terroristes revendiqués par l'organisation État islamique également en une semaine, plus une fusillade, plus une attaque à la machette. Bon, oui, donc c'est un fait divers, mais ça s'est inscrit dans un contexte... La machette, c'était revendiqué par un islamiste. Donc on a 2 attaques islamistes, plus la fusillade de Munich, où pendant longtemps, la réaction spontanée était « Ah ben bien sûr, ça ne peut être qu'un islamiste ». Et en fait, même quand c'était dévoilé que c'était un immigré, la réaction sur la droite, de toute façon, immigré, islamiste, de toute façon, on les met dans le même pas. On les met tous dans le même sac. Il est né en Allemagne, hein. Pardon ? Je crois qu'il est né en Allemagne. Il est né en Allemagne, oui. C'est un Allemand iranien. C'est un terme intéressant parce que le réflexe de dire émigré, il est né en Allemagne. Oui. Il est allemand. Oui, mais il est allemand, tout à fait. Il est allemand. Il est allemand d'origine avec des parents iraniens. Ce sont ses parents qui ont immigré en Allemagne. Mais justement, effectivement. Non, c'est une précision qui est pas... Face à ces attaques, Merkel a su tenir bon. Et je crois que c'est important, on en parle à l'instant, parce que je crois qu'on est là devant un changement de paradigme, parce que les terroristes, justement, ils s'attaquent pas seulement à des personnes et à des lieux, mais c'est toute la cohésion sociale de notre société, toute la cohésion qui est là qui marque notre démocratie. C'est ça qui est mis en question. Et si, face à ces attaques, on recule, on se jette dans l'hystérie du momentané, en France, avec les primaires en vue et l'élection présidentielle. Ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. L'Allemagne est aussi en campagne électorale. Oui, bien sûr, il y a des enjeux électoraux aussi. Mais avec une réaction quand même beaucoup plus mesurée. Alors j'imagine... Oui, mais les dessinateurs... oui et non, parce que les dessinateurs, un petit peu comme les journalistes que vous êtes, je suppose, en ont un peu marre de faire des variations sur le même thème aussi. Au lendemain des attentats de Nice, il y a eu un article dans le journal Le Matin qui expliquait que Faro, dessinateur du journal Nice Matin, mais aussi le dessinateur suisse Chapat, la dessinatrice Coco de Charlie Hebdo, commençaient à dire on n'en peut plus, les dessinateurs sont minés par l'actualité, il faut savoir s'arrêter, les jérémiades sur papier qui n'apportent rien à l'analyse, ça commence à bien faire, on ne sait plus, ils sont un petit peu désemparés, et le dessinateur belge Pierre Kroll, lui
lui, dit lui-même que, d'une façon peut-être un petit peu cynique, mais il se dit que quand il y a une tragédie qui arrive, il se dit « mais mince, comment je vais faire mon dessin le lendemain matin ?» Donc c'est quand même, ça devient là maintenant un petit peu problématique, mais enfin, Kroll croit au rire vengeur. Et donc on va essayer, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais on va essayer de regarder ensemble une série de dessins, à commencer par ce dessin de Cac qu'on doit peut-être voir à l'écran, je crois, dessinateur français qui paraît sur son blog Mister Cac. J'imagine qu'on va bientôt le voir. On ne le voit pas, donc on va passer sur... On a le plan B. Heureusement que le papier est là. Alors un dessin que je trouve très très habile. On voit évidemment les rois mages qui arrivent devant les tables. La caméra est juste là. On va faire avec les moyens du bord, voilà. Ouais. Bon. Les rois mages arrivent avec leur paquet devant les tables de l'enfant Jésus, et puis on a l'agent de sécurité qui dit je vais vous demander d'ouvrir vos paquets. Alors évidemment c'est un dessin d'une double lecture. Il est très habile parce que évidemment il dénonce le tout sécuritaire parce que nos sociétés sont ultra menacées, d'une part, mais en même temps, par la même occasion, il montre quand même qu'on peut aussi caricaturer la religion sans pour autant faire mort d'homme. Enfin bon, c'est intéressant. On parlait de Pierre Kroll tout à l'heure. Alors lui, évidemment, comme cette semaine, on nous a bassiné les oreilles avec la nouvelle manie Pokémon Mania. Eh bien, on a ce dialogue entre deux djihadistes. Un mort et demi, c'est pas brillant, chef, mais un curé, ça vaut 10 points, imbécile. Donc c'est quand même trash, mais enfin, voilà. Cet autre dessin qu'on aime beaucoup de Chimulus, dessinateur français, on aime beaucoup parce que voilà, il l'appelle lui-même le n'importe quoi. Hein. Alors on voit, c'est une brève de comptoir. Aujourd'hui, c'est un prêtre qu'ils égorgent dans une église, et l'autre qui rétorque, demain ce sera une religieuse dans une pâtisserie. Petit jeu de mots. Et dernier dessin, ce dessin que j'aime beaucoup, justement, de Fabio Magnasciuti, dessinateur italien. Je suis le slogan qu'on reprend évidemment à chaque attentat. Il y en a tellement que on n'y comprend plus rien. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. D'autres dessins à suivre pour d'autres thèmes d'actualité. Une semaine dans le monde revient tout de suite après une courte pause.